Bonsoir à tous. 4 parties ce soir dans Bouge la France. On va parler tout d'abord des portables, des ordinateurs portables qui seront maintenant admis dans l'hémicycle au Parlement. C'est une nouvelle disposition. Alors évidemment les questions que l'on posera à Rudy Sall, député des Alpes-Maritimes, qui est à l'origine de cette disposition. Est-ce que les députés vont continuer à travailler aussi sérieusement avec leurs portables sur les genoux? Bref, il nous répondra tout à l'heure. Ensuite, la question du jour au Figaro.fr. Faut-il sanctionner les chômeurs, en particulier ceux qui refusent d'être mobiles? Sur le plateau, Jean-Louis Gombault, Bernard Gazier qui est professeur en économie à Paris, et puis Jean-François Yon qui représente le mouvement national des chômeurs et précaires. Et puis bien sûr vos remarques qui ont été très nombreuses aujourd'hui tout au long de cette journée. L'anorexie, la loi a été votée aujourd'hui, de la mode à la maladie. Valérie Boyer l'a défendue, elle sera présente sur ce plateau. Yannick Bodin, sénateur PS de Seine-et-Marne, lui répondra, ainsi que Isabelle Saint-Félix qui représente les agences de mannequins, et Christine Foulon qui elle est psychiatre. Pour qui vote Dieu aux États-Unis? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question en pleine campagne primaire des élections, mais aussi en plein voyage de Benoît XVI pendant 5 jours. Il est aux États-Unis. C'est vrai que la religion a un impact incroyable sur le scrutin, mais dans quel sens? On le demandera à Denis Lacorne qui vient d'écrire un livre sur ce sujet. Et puis on terminera un dernier coup de fil sur un autre problème qui fait des vagues déjà. C'est le futur représentant de la France au concours de l'Eurovision. Il a été sélectionné par France Télévisions. Petit détail, il va chanter en anglais. Alors évidemment, ça fait réagir quelques-uns, en particulier André Vallet, sénateur UDF des Bouches-du-Rhône, qui nous répondra en direct et au téléphone. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse aux mains de Saveria Rojek qui est là. Bonsoir Saveria. Bonsoir, c'est la polémique de la journée. Les athlètes français ne porteront pas de badge, le badge pour un monde meilleur, destiné à montrer leur attachement aux droits de l'homme. Ainsi en a décidé le comité national olympique. David Douillet a rencontré dans la journée Nicolas Sarkozy. Selon lui, des négociations sont en cours avec le CIO pour créer un badge acceptable par tous les athlètes. On l'écoute. La question de M. Sorando, elle était logique, elle était prévue dès le début. Il n'a jamais été question qu'on puisse porter ce badge, le badge de la France en l'occurrence. Il l'a dit hier, il y a eu un amalgame de faits en pensant que c'était le badge, enfin le projet sur lequel on travaille actuellement à l'international. Évidemment, c'est pas avec le logo France, ce sera les anneaux plus une phrase tirée de la charte. Et là, ça devient quelque chose d'international qui est acceptable par tout le monde et accepté, qui donne un vrai sentiment de s'exprimer et une vraie tranquillité pour la suite pour pouvoir s'entraîner. 6e journée de mobilisation des lycéens et des enseignants contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. 40 000 personnes selon les syndicats, 20 000 selon la police ont défilé dans les rues de Paris et 24 personnes ont été placées en garde à vue après des incidents en marge de ces manifestations. On n'est pas manipulé dans la mesure où on est tous à peu près d'accord que ce sont les lycéens qui ont été le moteur de ce mouvement et là, c'est aussi faire injure aux lycéens sur leur esprit critique. S'ils étaient manipulés, je pense qu'ils le diraient et ils ne seraient pas là à manifester en étant manipulés. Il y a beaucoup de choses qui ont été gagnées dans la rue auparavant. Je pense qu'on peut les gagner aussi. Alors on verra, mais je pense que sa position ne peut que évoluer. Pour l'instant, voilà, il nous ridiculise un peu. Il dit oui, ils sont pas tant que ça dans la rue, tout ça. Non, on est beaucoup, on est toujours autant, on est même plus. On continue le mouvement et on n'abandonnera pas. Au bout d'un moment, il va bien être obligé de céder. L'inflation a atteint 3,2% sur les 12 derniers mois, du jamais vu depuis 1991. Cette hausse va entraîner une revalorisation automatique du SMIC de 2,3% au 1er mai. Plus de 2 millions de salariés sont concernés. Le projet de loi sur les OGM arrive demain au Sénat. Après la polémique créée par les propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy a réuni tous les protagonistes à l'Élysée. Un compromis a été trouvé au sein de la majorité, mais cette position ne satisfait pas l'opposition sénatoriale. Grosse finesse, qui est l'artifice politique dans lequel on se retrouve, sur un amendement qui a créé le feu. Cet amendement sera le seul qui sera rediscuté en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. C'est l'amendement Chassaigne qui permet de donner la priorité sur le territoire aux cultures traditionnelles par rapport aux cultures OGM. Et ça, c'était un bon amendement. Je crains effectivement que sa vie ne dure que quelques semaines, le temps du passage en deuxième lecture à l'Assemblée, au Sénat, pour aller vers l'Assemblée nationale, et puis ce sera tout. J'ajoute que les députés socialistes dénoncent, je cite, les confusions organisées par Nicolas Sarkozy et le groupe UMP sur cette question des OGM.
Michel Charasse a été suspendu du Parti socialiste ce soir. Le sénateur avait soutenu un candidat dissident à la présidence du Conseil général du Puy-de-Dôme. Christine Boutin lançait aujourd'hui la maison à 15 € par jour. L'idée de favoriser l'accession à la propriété pour les plus modestes. La ministre du Logement se fixe comme objectif de vendre 5000 maisons d'ici la fin de l'année. Alexandra Turpin. Une maison à 15 € par jour pour les ménages modestes. L'idée est séduisante mais rappelle la maison à 100 000 €. Proposée par Jean-Louis Borloo, l'opération n'a pas marché. Pour Christine Boutin, la démarche a été améliorée. Mon concept est très simplifié puisqu'il y a une porte d'entrée et on fait le plan financement, on propose la maison, le type de maison, on propose le terrain, alors que dans le précédent concept, c'était beaucoup plus compliqué. Et de plus, il n'y avait pas une TVA 5,5. Une TVA à 5,5%, un prêt à taux réduit et une aide des collectivités locales. La maison coûte quand même près de 150 000 €, soit 15 € par jour sur au moins une trentaine d'années. Pour la Fédération des HLM, l'investissement est risqué et surtout difficile d'accès. La difficulté du développement de la maison à 15 €, c'est qu'elle dépend uniquement de la volonté des collectivités locales qui doivent apporter une aide financière aux accédants, une aide financière qui est de 3 à 5 000 €. Et seules les collectivités locales qui ont les moyens ou qui ont la volonté mettront en place ces aides et donc permettront à leurs concitoyens de devenir propriétaires dans les conditions prévues par la maison à 15 €. Christine Boutin espère vendre 5000 maisons avant la fin de l'année et lancer l'opération Un appartement pour 15 € par jour. Le comité de réflexion sur le préambule de la Constitution a été mis en place aujourd'hui. Présidé par Simone Veil, cette commission est chargée de réécrire le préambule que Nicolas Sarkozy souhaite étoffer. Le chef de l'État voudrait par exemple y inscrire le respect de la diversité, une notion controversée pour certains. Le comité rendra son rapport avant l'été. À l'étranger, le grand retour de Silvio Berlusconi, chassé du pouvoir il y a 2 ans. Il a remporté hier une victoire éclatante, mais Silvio Berlusconi a d'ores et déjà prévenu, dans un pays miné par la situation économique, les Italiens vont vivre des mois difficiles. Éléonore Laure et Guillaume Bonnet. Lendemain d'élection devant le siège du parti de Berlusconi, comme déjà hier soir, aucune fête n'a salué la victoire du milliardaire italien. Et pourtant, sa coalition de droite l'a emporté très largement. Une avance de près de 10 points sur le Parti démocrate de centre-gauche et surtout une confortable majorité absolue à la Chambre des députés comme au très disputé Sénat. 10 points, non, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je suis un peu déconcertée. Je n'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Je ne m'attendais pas à ce que la gauche soit aussi balayée, à ce qu'elle soit aussi laminée. Les promesses, c'est toujours beau, mais on verra si elles seront tenues. La presse italienne salue cette victoire en titrant sur le triomphe de Berlusconi. La nouveauté, écrit le Corriere della Sera, est que son retour au pouvoir survient après une campagne électorale durant laquelle il n'a promis aucun miracle ni laissé entrevoir des solutions économiques indolores. Au contraire, le nouvel homme fort de l'Italie a déclaré à la télévision que des mois difficiles attendaient le pays en plein marasme économique. Il a promis de s'attaquer en priorité au naufrage d'Alitalia et à la crise des déchets qui mine la région de Naples sur fond de mafia. Du côté de l'opposition, c'est un peu la gueule de bois. Les militants espéraient beaucoup de la nouvelle gauche italienne, débarrassée de ses encombrants alliés communistes qui disparaissent quasiment de l'échiquier politique. Mais avec moins de 34% des voix, le parti démocrate de Walter Veltroni n'a pas réussi à convaincre. Déçu, très déçu, vraiment très déçu. Ce qui me fait le plus mal, ce sont tous ces députés de la Ligue qui entrent au Parlement. À tous les coups, ils vont faire des lois terribles contre l'immigration. Allié de Berlusconi, le parti d'extrême droite de la Ligue du Nord est l'autre grand gagnant de ces élections. Avec plus de 8% des voix, il double son score de 2006. Son influence devrait peser lourdement dans les choix de Berlusconi. Benoît XVI aux États-Unis, le pape a atterri ce soir sur la base américaine d'Andrews, près de Washington. Le pape qui a assuré avoir profondément honte des prêtres impliqués dans des scandales de pédophilie. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et ses invités pour la suite de Bouge la France. Nicolas Sarkozy en avait fait l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. C'est jeudi que le gouvernement proposera aux syndicats le principe de sanction pour les chômeurs refusant des offres d'emploi.
Aux côtés de Jean-Louis Gombault sur le plateau de Bouge la France prennent place Bernard Gazier, économiste à l'Université de Paris 1, et Jean-François Yon, le président du mouvement national des chômeurs et précaires. Et à photo, à propos du futur texte, eh bien la CGT dénonce déjà une véritable politique de rigueur visant à faire baisser les statistiques du chômage. C'est le reportage de Catherine Rougerie. Durcir les sanctions pour tout chômeur refusant 2 offres d'emploi valables, c'est l'une des idées du gouvernement. Un projet jugé peu réaliste par certains professionnels. Moi, j'ai rarement vu des gens qui refusaient des offres de travail en Île-de-France. En région parisienne, 1 heure de transport, c'est à peu près ce que 3/4 d'heure le matin, 3/4 d'heure le soir, jusqu'à 1 heure, les gens acceptent en général. C'est des contraintes pour pouvoir, pour affaiblir la main-d'œuvre, pour affaiblir les salariés et puis c'est utiliser les agents de la NPE pour pratiquer ces contraintes et ça va être très difficile à accepter pour les agents. Principaux arguments du gouvernement, le nécessaire équilibre entre droits et devoirs des chômeurs et surtout la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. 500 000 offres d'emploi sont non pourvues en France, notamment dans le bâtiment. Un raisonnement injuste et infondé, répond la CGT. Le fait de rendre seulement responsable sur la situation du chômage le salarié n'est pas admissible. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aurait des offres de compétences auxquelles on ne répond pas. Ça pose la question, effectivement, de quelles compétences on a besoin dans ce pays pour réorienter au travers de formations professionnelles, sur des parcours professionnels, les salariés qui se voient privés d'emploi et avec une continuité de leur contrat de travail. Jeudi, le ministère de l'Emploi consulte les syndicats sur ce projet. Objectif, présenter un texte lors de la conférence sur l'assurance chômage prévue le 6 mai prochain. Voilà, et je vous salue tous les trois, bonsoir. On va essayer de répondre tous ensemble, enfin surtout vous d'ailleurs, à cette question. Faut-il sanctionner les chômeurs? On a posé cette question sur Figaro.fr aujourd'hui. Et il y a eu vraiment des réponses dans un nombre assez exceptionnel, qui prouve que les Français sont assez concernés, ce qui est bien normal. Bernard Gazier, j'en profite pour montrer également ce livre, L'introuvable sécurité de l'emploi. C'est vrai qu'on est en plein dedans. On va commencer, avant de commencer à répondre à cette question, avec Jean-Louis. Jean-Louis, qu'est-ce qui réglemente aujourd'hui, puisqu'on parle de la mobilité des chômeurs, des sanctions sur les chômeurs, qu'est-ce qui réglemente aujourd'hui le fait d'être au chômage? Alors justement, les gens croient souvent qu'il n'y a pas de sanctions à l'encontre des chômeurs aujourd'hui, ce qui n'est pas exact. Ni de contrôle, ni rien du tout. Voilà, il y a une loi qui précise, qui date de 2005, le chômeur doit prouver son implication dans la recherche d'emploi. Ça signifie que d'abord il doit se répondre aux convocations, bien entendu, et puis il doit accepter un emploi qui correspond à sa qualification, qui respecte sa vie familiale, et puis qui ensuite lui donne un salaire à peu près équivalent à ce qu'il avait avant de tomber au chômage. Et si jamais il ne répond pas à si jamais il estime que ça ne répond pas à ça. Si lui, il estime que ça ne répond pas à cela, que les acédiques qui transmettent le dossier généralement au préfet estiment que ce n'est pas exact, il y a des sanctions, et ces sanctions sont graduées. Alors ça va de baisse de 20% des allocations du chômeur, 50% pour une période plus ou moins courte, voire radiation totale. Et lorsque l'on regarde les chiffres, effectivement, on remarque que sur l'année 2007, il y a eu 24 000 ou mettons 25 000 sanctions. Sur 2 millions de chômeurs, tout le monde sera d'accord pour dire que les sanctions sont relativement, même très faibles. Et sur ces 25 000, je crois qu'il y avait à peu près 15 000 sanctions qui ne sont pas des radiations définitives. Hein. Ça peut être 20% de baisse, 50% de baisse d'allocation. Les sanctions en général. Voilà, graduées. Et là-dessus, il y en a 15 000 pour refus d'emploi. Comment sont sanctionnés ceux qui refusent systématiquement à chaque fois qu'on leur propose un emploi, ils disent non? Alors c'est les 15 000, c'est-à-dire qu'effectivement. Mais attention, c'est pas n'importe quel emploi, parce que c'est là où on va changer peut-être de registre dans le système nouveau qui est en débat, qui n'est pas encore bouclé. Donc là aujourd'hui, si vous refusez systématiquement les emplois qui vous sont offerts, vous êtes incontestablement sanctionné. Alors aujourd'hui, on s'oriente vers un autre système. Voilà. Quel est le projet du gouvernement sur ce thème? Le projet du gouvernement est le suivant. Pendant les 6 premiers mois, on reste dans l'ancien système. C'est-à-dire ce que je viens juste de dire à l'instant. Au bout de 6 mois, il faut que vous acceptiez un emploi pour peu qu'il ne soit pas inférieur à 70% de votre dernier salaire, pour peu qu'il ne soit pas distant de 2 heures de transport de votre domicile. Et si effectivement là, vous refusez ce type d'emploi, la mécanique des sanctions
s'enclenche. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'auparavant, il y avait des sanctions, mais les causes de la sanction étaient relativement vagues. Là, 70%, 2 heures de travail, les choses sont très claires, et pour l'agent de la NPE, effectivement, il voit bien qu'il ne rentre pas dans la case, et donc le déclenchement de la sanction est à ce moment-là automatique et beaucoup plus facile pour lui. Bernard Gazier, est-ce que ces nouvelles sanctions donc vont avoir un impact sensible sur le nombre de chômeurs? Parce que c'est aussi l'une des vocations. Ça peut manifestement avoir un impact. Ça peut décourager un certain nombre de chômeurs. Ça peut aussi pousser certains chômeurs à accepter des emplois qu'ils n'auraient pas pris sans cette pression. Ce sont des effets qui ont été mesurés. Les sanctions ont une efficacité, pas partout, mais lorsqu'on voit en Europe différents dispositifs, et souvent ils sont assez proches de ce que la France est en train d'envisager, c'est ce qu'on voit. Mais le grand problème, c'est de savoir si ces sanctions sont toutes seules, et puis c'est la seule chose qu'on fait, ou bien si elles ont une contrepartie visible en termes d'effort de la communauté elle-même. Moi, je dirais les choses de la manière suivante. Il y a ce qu'on appelle un équilibre basse pression en France. Ça veut dire que les chômeurs ont finalement, en dépit des efforts qui sont faits pour les aider, le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment prioritaires, qu'il n'y a pas tant de possibilités pour eux, et du coup, ils estiment relativement juste qu'on ne leur demande pas de vérifier tout le temps les efforts, de les valider, et donc qu'il y ait assez peu de sanctions. Alors, passer à un équilibre haut, ça voudrait dire qu'il y ait un engagement de la communauté visible, qui soit présenté en même temps que cette affaire-là, et puis à ce moment-là, on peut envisager les sanctions. Mais si on ne fait que les sanctions, c'est la machine un peu à découragement qui risque de s'installer. Alors c'est ce qu'on a un petit peu senti, on a eu diverses réactions, mais parmi toutes celles qui ont été enregistrées aujourd'hui, beaucoup se disent, mais c'est quand même un petit peu un mirage, l'idée qu'il y a beaucoup de chômeurs, qui sont des chômeurs professionnels, etc. En fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais nous, on est scandalisés. On est scandalisé parce qu'effectivement, il y a une aberration sous cette logique. On a aujourd'hui en fait 5 millions de chômeurs et il y a un chômage frictionnel de 300 000 chômeurs. C'est-à-dire qu'on voudrait faire rentrer dans un espace qui contient 100 000 personnes, on voudrait faire rentrer 5 millions de personnes. Et en fait, l'objectif effectivement est simple parce que le tour de vis en fait est progressif depuis des années. Et effectivement, ce que vous disiez, messieurs, c'est qu'il y a le risque, c'est que petit à petit, on cherche effectivement à ce que les personnes aillent occuper des emplois de plus en plus précaires. Ça, c'est vraiment un aspect très important. Et je crois que derrière ça, si vous voulez, il y a aussi l'opposition que l'on fait encore entre les chômeurs et les salariés, c'est-à-dire les chômeurs, on laisse entendre que c'est des feignants, alors qu'en fait, il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Quel est le sens alors d'augmenter la pression sur les chômeurs? On sait, nous aujourd'hui, on a 40 maisons de chômeurs en France. On sait très bien aujourd'hui que le grand problème des gens, c'est pas de refuser des emplois, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc arrêtons. Il y a quand même des domaines, je pense qu'on va en parler, on en parle assez souvent ici, notamment dans le bâtiment, où là il y a des emplois. Et c'est un petit peu ça aussi qui est désigné. Alors oui, alors là, ne parlons pas de la restauration aussi. Mais je rebondis sur ce que disait Monsieur Gazier, c'est qu'effectivement, dans l'hypothèse où aujourd'hui effectivement, on peut considérer que ces emplois, il y a des emplois disponibles, c'est que souvent aussi, en termes de formation, les chômeurs sont vraiment les parias. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait un véritable plan Marshall de la formation professionnelle pour les chômeurs et précaires, et ce plan Marshall n'existe toujours pas. Et c'est vraiment un élément. Quand vous parliez de mesures qui devraient accompagner, de toute façon, ces mesures ne sont pas encore passées et nous allons nous bagarrer pour qu'elles ne passent pas. Et effectivement, il faut ce plan de formation. Jean-Louis. Pour répondre à ce que disait M. Gazier tout à l'heure, quand le chômeur, dans la formule qui se prépare, qui est en négociation, quand le chômeur viendra pointer pour la première fois aux ACDIC, il signera un contrat. Et dans ce contrat, il acceptera le système des sanctions que je viens d'exposer à l'instant. Et dans ce contrat, il est quand même prévu, alors peut-être que c'est insuffisant, je ne sais pas, mais il est prévu que justement tout ce plan de formation, là, ça revient un petit peu à ce qui avait été négocié avec les partenaires sociaux, je crois autour des années 2000, 2001 ou 2002, qui avait d'ailleurs été signé par la CFDT à l'époque, je me souviens, ça s'appelle le contrat CARE, et le chômeur dit je suis d'accord pour qu'il y ait des sanctions, parce qu'il faudra avant, pour recevoir ses premières allocations, je suis d'accord sur les sanctions qu'on pourrait éventuellement infliger, mais en même temps, il est prévu, normalement,
tout un paquet de formations pour que ça lui permette... Alors, un mot sur la formation, parce que justement, c'est l'une des remarques sur Internet. C'est une longue remarque, mais ça vaut le coup d'être cité avec la comparaison qui est censée être effectuée, les pays scandinaves, l'Allemagne, le Danemark en plus, etc. Ceux-ci ont créé de vrais emplois, nous dit Dom, je pense, et pour le Danemark, mise en place une très bonne organisation concernant la formation et la réinsertion des chômeurs. Donc, c'est-à-dire que là-bas, c'est bien fait. Pas des stages bidons comme ma femme, on a fait l'an dernier, un peu de Word, un peu d'Excel, saupoudré de compta avec Ciel. Et ben non, avec ça, et cette formation-là, on trouve pas de boulot, c'est pas vrai. Est-ce qu'on pâtit d'une mauvaise organisation dans la formation? Il faut réagir à ça. Effectivement, les formations sont souvent décevantes, et quand on mesure l'effet des formations, on obtient souvent des résultats qui sont assez négatifs. Alors il y a des gens qui disent, écoutez, arrêtez de les former, faisons des subventions pour les bas salaires et les faibles qualifications, et puis poussons les gens dans ces emplois de relativement mauvaise qualité qu'on voit pas évoluer. Alors c'est là qu'un cercle vicieux s'installe, parce qu'en fait, les gens qui ont vraiment besoin de formation, il suffit pas de la leur donner comme ça, ils n'y croient plus. Il faut leur donner deux choses. Il faut le réseau, le créneau. Alors, le réseau, ça veut dire qu'il faut former les gens dans des espaces où ils voient tout de suite à quoi ça sert et à quel type d'insertion ça les prépare et ça les emmène. Et le créneau, ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils soient convaincus que si la formation leur est donnée, alors ils pourront l'utiliser. Actuellement, des gens qui sont très faiblement qualifiés, ils ont dit, écoutez, si je vais me former, je vais perdre mon temps et j'arriverai finalement à une situation où je serai chômeur, éventuellement mieux formé, et c'est tout. Donc il faut briser cette affaire-là, et c'est ce qu'on a le plus grand mal à faire. Jean-François Yon, est-ce qu'en France, vous avez l'impression que nous, on est moins mobile que nos voisins, parce que quand on parle de mobilité, il y a les déplacements, il y a aussi le passage d'un emploi à un autre qui n'a rien à voir via une formation ou pas d'ailleurs? Si vous voulez, en fait, nous, dans notre association, dans notre mouvement, en fait, on contacte beaucoup de chômeurs de longue durée, et pour un grand nombre, en fait, la mobilité, c'est quelque chose de très compliqué, parce que les revenus sont bas, parce que souvent, des fois, il peut ne pas y avoir de voiture, parce que même quand il y a un emploi, effectivement, qui peut ne pas être très éloigné, il n'y a pas les transports en commun pour y aller. On a eu encore un cas récemment où une personne, pour ne pas être alliée... Est-ce qu'il y a, en plus de ça, de cette mobilité géographique, on va dire, est-ce que vous sentez un frein, on va dire français, dans l'esprit des chômeurs en particulier, mais même des travailleurs, sur le fait de changer de métier un jour ou même plusieurs fois dans sa carrière? Mais, je veux dire, le problème, il ne se pose pas, puisqu'en fait, quand les 3/4 des embauches, c'est des CDD. Donc, de fait, les gens, parce que la question laisse entendre que derrière, les embauches sont des CDI. Et effectivement, une fois que vous êtes dans CDI, aujourd'hui, vous ne bougez pas, parce qu'il fait froid dehors. Donc, vous essayez de ne pas bouger. Mais les 3/4 des embauches sont CDD. Donc, automatiquement, les gens sont de fait, pour avoir du travail, obligés à la mobilité. Puisque dans le bâtiment, notamment, il y a des postes à pourvoir. Après, non, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des postes à pourvoir, puisqu'on évalue, vous avez dit 300 000, d'autres disent 500 000, je ne sais pas, c'est un chiffre assez compliqué à établir. Donc, il y a évidemment des emplois non pourvus, mais il n'empêche que les gens sont quand même mobiles, puisque vous voyez, il y a quand même une baisse du chômage, et les 3/4 sont des CDD, donc il y a une mobilité réel, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des emplois qui ne sont pas pourvus. Un petit mot sur le bâtiment. Le BTP est aux États-Unis un des secteurs les plus protégés, avec les salariés les plus qualifiés qui soient. Donc en fait, il n'y a aucune nécessité à ce que ce secteur repousse en quelque sorte les travailleurs. C'est vrai que c'est dur de travailler là-bas, mais où sont les vraies carrières? Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment développées en France, et c'est aussi ça que le gouvernement veut faire bouger, mais en adaptant les gens aux emplois, et sans du tout réfléchir à un processus bien plus progressif, et qui lui permettrait de restaurer la confiance. Là, on est au contraire dans une sorte de défiance, ah là là, 70%. Regardez, 70%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous acceptez cette baisse, mais qu'après vous rebondissez dans une carrière intelligente, c'est pas marrant, mais ça peut être un mauvais passage. Quand vous êtes indemnisé à peu près à ce chiffre-là. Moins, oui, pardon. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas génial. Bon, mais tout dépend de ce qui se passe après. Or, malheureusement, ce qui a été prouvé, c'est que les dispositifs qui poussent les chômeurs à accepter ce genre d'emploi, souvent les enferment dans des travaux de mauvaise qualité. Je reviens à la notion d'offre valable, parce que, entre guillemets, la notion de valable est quand même assez abstraite. C'est un petit peu comme la pénibilité de l'emploi. On a toujours du mal à voir s'il y a une frontière, où elle est, etc. Comment vous la définissez? Elle est déjà cadrée dans le droit du travail, quand même, l'offre valable. Donc, on en discute beaucoup, mais le droit du travail existe et la cadre déjà. C'est-à-dire, effectivement, c'est un emploi qui correspond compétences,
formation et salaire. Donc bon, on peut toujours. Je pense que ce débat sur l'offre valable, c'est en fait une progression dans une démarche qui effectivement tend à dévaluer progressivement ce que c'est l'offre valable. C'est-à-dire que bientôt l'offre valable, ça sera effectivement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un CDD, ce qui représente plus de 70% des emplois créés aujourd'hui. Donc pour nous, elle existe. Le droit du travail l'a défini. Pourquoi chercher à aller plus loin que cela? Mettons déjà ça en place et essayons de fabriquer effectivement beaucoup plus de contrats qui tiennent, qui permettent aux gens de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je crois qu'on va changer le mot. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler d'offres acceptables. C'est-à-dire qu'on s'oriente plus vers cette notion d'offre acceptable d'emploi plutôt que offre valable d'emploi. Je crois qu'il y a deux choses à préciser. D'abord, un chômeur, c'est une victime. Je crois que c'est très important. Le chômeur est une victime. Mais donc, il mérite en tant que victime une considération particulière. Parce qu'on est chômeur un peu par hasard. Les gens font leur travail, et puis la voie de ferme, ils se retrouvent au chômage. C'est quand même pas leur faute. Ils ont fait leur travail. Bien. Mais en même temps, on ne peut pas accepter que le système des assédiques entretiennent les gens dans cette situation de chômeur, même si ce sont incontestablement des victimes. Parce qu'il y a un élément, c'est qu'il y a un problème de ressources financières pour essayer de faire vivre ces gens de manière convenable, voire acceptable, voire valable. Donc, on est dans une ambiguïté, c'est-à-dire qu'en même temps, on voit bien que ces gens sont des victimes, et en même temps, on ne peut pas les entretenir dans le statut de victime, donc on est obligé aussi, alors je ne sais pas si c'est, comme vous avez dit tout à l'heure, les faire rentrer dans quelque chose, mais en même temps, il faut bien les faire sortir de cette situation. Un mot sur la NPE, parce que ça a été pointé par certains internautes. On parlait de mobilité, d'adaptabilité. Il semble que ce soit le problème justement de la NPE. Je cite un internaute qui dit « Étant au chômage, je consulte moi-même les offres d'emploi du site ANPE et c'est moi qui leur demande l'autorisation, car il en faut une, de répondre à l'annonce. Bien souvent, ils mettent 24 heures à me la donner et l'offre d'emploi est déjà prise. » Est-ce que ça arrive souvent, des cas comme ça? Évidemment, on peut toujours évoquer ce genre de cas. Mais je crois qu'il faut signaler quand même, avec ce qui se passe actuellement, c'est qu'on demande aussi aux agents ANPE de faire un boulot qui n'est pas le leur. Les agents ANPE sont là pour accompagner, aider les chômeurs à retrouver un boulot. Maintenant, on va leur demander effectivement de faire un boulot de flic. De plus en plus. Donc, comment voulez-vous qu'une personne qui est au chômage ait confiance à un agent NPE qui est en même temps celui qui peut le sanctionner? Donc c'est vrai que nous, on demande à ce que ce soit, et c'était le cas avant, que ce soit la direction départementale du travail et de l'emploi qui garde cette fonction de sanction quand elle est nécessaire. Aujourd'hui, c'est le préfet qui... Oui, mais enfin, le contact direct se passe avec les agents NPE. Bernard Gazi. Oui, un mot aussi simplement sur le sous-encadrement. Alors, il se trouve qu'en France, il y a à la fois fractionnement, puisque plusieurs organismes finalement prennent en charge les chômeurs. Ça dépend des filières dans lesquelles ils sont. Donc, quand on est RMiste et chômeur, c'est une filière. Quand on est chômeur indemnisé, c'en est une autre. Quand on est chômeur non indemnisé, non RMiste, c'en est encore une troisième. Donc, il y a un fractionnement. Et en fait, malheureusement, le sous-encadrement demeure. Alors, quand on additionne tout, on arrive à un chiffre qui est pas trop loin de la moyenne européenne. Mais en revanche, lorsqu'on reste à l'intérieur de chacune des parties, on trouve en fait une situation où il n'y a pas assez de personnes pour aider efficacement, encadrer véritablement les chômeurs. Et alors au problème du chômage vient s'ajouter aussi celui des seniors. C'est le cas de quelqu'un qui nous dit nous ne sommes pas des chômeurs de métier, mais lorsqu'on nous licencie à 55 ans, c'est pas facile de retrouver de l'emploi. Ça va être difficile de conjuguer toutes ces réformes en même temps, tous les efforts qu'on veut faire sur le travail des seniors et en même temps cela. C'est un énorme problème, parce que la question même des seniors et la question de leur formation est autrement plus complexe quand vous avez 55, 57 ans que lorsque vous en avez 40. Et c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui un système où vous n'avez pas obligé d'être en recherche d'emploi lorsque vous dépassez 57 ans, ce qui d'ailleurs, si on les intégrait dans les statistiques, ferait 400 000 chômeurs de plus en réalité. Et donc, ce système de dispense de recherche d'emploi est menacé compte tenu des comptes de l'UNEDIC. On veut abandonner ce système et ces gens de 57 ans se retrouveraient dans le système classique.
alors que le problème de la formation de ces gens est beaucoup plus compliqué que quand ils étaient plus jeunes. Mais si on ne résout pas leurs problèmes à ces gens d'âge particulier, on va vers un d'autres problèmes qui est notamment le problème du déficit des retraites qui est absolument insoluble si on ne fait pas, si ces gens de 55, 57 ne peuvent pas travailler. Oui, la France est piégée en fait dans un système qu'elle a lentement construit et qui assez longtemps a été assez avantageux. C'est le système par lequel on stabilisait les gens en interne dans les grandes entreprises surtout, c'est ce qu'on appelle les marchés internes. Et alors dans cette affaire-là, ces carrières protégées avec des compétences qui n'étaient pas transférables d'une entreprise à une autre, on a gardé des gens à qui on a dit écoutez, si vous êtes fidèles, on vous garde. Et alors, ce système, maintenant ne marche plus du tout comme ça. Les compétences doivent évoluer, se transformer, elles doivent être transférables. Et les comme nous n'avons pas, sont pas les mêmes non plus. Mais comme nous n'avons pas organisé toute cette affaire-là, les gens sont coincés. C'est-à-dire que il y a un moment où c'est trop tard. Il y a un moment où on peut plus organiser la transférabilité des compétences, où on peut plus prendre en charge cette affaire-là. Donc, où est la priorité? La priorité, c'est essentiellement de former de nouveau les gens qui ont plus de 45 ans. Parce qu'en France, quand on regarde la formation professionnelle, on se rend compte que jusqu'à l'âge de 30, 40 ans, ok, les entreprises forment. Après 40, 45 ans, elles savent qu'ensuite elles vont avoir des gens qui vont devenir obsolètes, etc. Et elles cessent de les former. Et donc, il y a une baisse tout à fait spectaculaire. Et donc, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter. Alors, ça n'est pas la solution pour ceux qui actuellement sont coincés, mais c'est la solution de demain. François. Pour les chômeurs âgés, comme pour tous les chômeurs d'une manière générale, et je crois que c'est ressorti dans ce débat, la question de l'accompagnement et de la formation est insuffisante actuellement. Et c'est vrai que on a parlé de l'exemple d'une Danemark tout à l'heure. Je crois aussi que ça ne pourra pas se faire, j'allais dire, à budget constant dans ce domaine-là. Pour avoir à peu près, alors au niveau des chiffres, peut-être que vous confirmerez ou vous donnerez des précisions, mais avoir une action égale à peu près à celle au Danemark, tout de suite, c'est une action que l'on mène en France, ça représente à peu près 3% du PIB. Il faudrait monter à peu près à 7% du PIB pour avoir une action qualitative à peu près similaire au Danemark. Donc on est loin du compte. Donc effectivement, il faut un effort budgétaire en matière d'accompagnement et de formation des chômeurs et précaires pour arriver à des résultats conséquents. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre sur l'étranger dans ce domaine-là? C'est ce qui est en train de se passer. En fin de compte, si on regarde ce qui est en préparation, c'est le système allemand, en gros, qui est encore un peu plus sévère que celui-là qui avait été mis en place par les fameuses lois Hartz, enfin pas loi Hartz, mais qui avait été rédigée par Hartz et du temps du gouvernement de Schröder. Et donc c'est un système extrêmement contraignant pour les chômeurs, puisque le système qui nous démarrera au bout de 6 mois, démarre chez eux, je crois, au bout de 3 mois. Et la question même du salaire, c'est-à-dire nous c'est 70%, eux c'est 2h30 de transport par jour, nous ça sera 2 heures, et eux le seuil des 70% n'est même pas évoqué. Donc ils ont eu un système qui consiste à dire, écoutez, il y avait un chômage beaucoup plus massif qui n'existait en France, et il faut reconnaître, alors évidemment, un travail qui n'est pas apprécié par les chômeurs, mais il faut reconnaître que la baisse du chômage en Allemagne, depuis l'application de ces lois, est plus impressionnante que ce que nous avons connu en France. Le mot de la fin pour Bernard Gazier, dont je remonte le livre au passage, qu'on va voir mieux. Et d'accord. Non, juste un petit mot sur les lois Hartz. On se focalise beaucoup sur cet aspect, qui est indéniablement un aspect punitif, sanction. Mais il y a un autre aspect très important, c'est que les lois Hartz ont d'abord introduit une couverture bien plus générale des chômeurs que celle qu'il y avait avant, et leur premier effet, ça a été d'augmenter le nombre de chômeurs. Et là, on a vu quelque chose qu'en France, on a du mal à faire. En France, il y a seulement un chômeur sur 2 qui est indemnisé, c'est tout. Et ça, c'est pas normal. Très bien, merci beaucoup à tous les trois. On va enchaîner maintenant avec d'autres débats. On parlera de l'anorexie tout à l'heure, de Dieu dans la campagne américaine, mais tout de suite des ordinateurs des députés. Ils vont avoir le droit dans l'hémicycle. Oui, des micro-ordinateurs dans le sein des saints du Parlement. Une grande première à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Rudy Sall avec la bénédiction de Bernard Accoyer, le président du Palais Bourbon. L'hémicycle, à l'heure du numérique, c'est Rudy Sall qui est l'invité de Bouge la France. C'est vrai que ça va être un petit changement quand même d'avoir des ordinateurs, de voir des députés en train de regarder leur ordinateur. C'est vrai que ça fait... les réactions n'ont pas tardé à venir. D'ailleurs, on se dit, mais ils travaillent vraiment, ils écoutent vraiment ce qui se passe, ou ils pianotent sur leur ordinateur? C'est une révolution de palais. Oui. Mais écoutez, n'est-ce pas plus sérieux de travailler sur un ordinateur plutôt que de lire n'importe quel journal et là, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Quand vous voyez des gens en train de lire L'Équipe, je n'ai rien contre L'Équipe, évidemment, mais dans l'hémicycle,
sérieux. C'est pas un quand se joue l'avenir de la France. Alors, vous savez, Bernard Accoyer a créé au début de la législature une délégation à l'informatique et aux nouvelles technologies. Et en tant que vice-président, il m'a confié cette délégation qui n'existait pas. Donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait en faire. Et donc, on a fait beaucoup de choses parce qu'on commence évidemment à sécuriser les systèmes informatiques de l'Assemblée nationale, qui en avait bien besoin, et puis informatiser au fur et à mesure l'ensemble du travail parlementaire, dématérialiser. Vous savez que le travail parlementaire, c'est des tonnes et des tonnes de documents de papier que peu de gens finalement lisent et mettent souvent à la poubelle. Bon, alors qu'avec la dématérialisation, vous pouvez consulter sur votre ordinateur évidemment tous les documents sans être obligé d'avoir du papier. Mais simplement, alors, ça c'est l'argument effectivement qui est implacable, que les députés travaillent dans de meilleures conditions, puissent connaître leur sujet mieux avec des détails très très précis, c'est une chose. Mais lorsque vous dites certains lisent l'Équipe, ça se voit, etc. Là ils pourront le lire pareil, mais ça se verra pas. Ils ne pourront pas le lire pareil parce que il y a une grande différence, c'est que nous avons fait entrer l'ordinateur, mais nous n'avons pas fait entrer Internet. Ça, vous en êtes sûr? Ah ben c'est certain. Parce qu'il y a un brouillage. Premièrement, il n'y a pas de connexion. Deuxièmement, il y a un brouillage dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas téléphoner. C'est Jean-Louis Debré qui a fait poser des brouilleurs. Et donc, Sénat, pareil. Ce brouilleur brouille à la fois les communications téléphoniques et les éventuelles liaisons Wi-Fi ou des cartes 3G. Donc, dans un premier temps, l'ordinateur simplement entre. Comme moyen de travail, on peut avoir sur sa clé USB par exemple, ou grâce à ses CD-ROM, la documentation nécessaire pour pouvoir travailler. Mais je vous rappelle que on a l'impression de révolutionner les choses, mais moi je siège au conseil municipal de Nice, nous avons tous aujourd'hui des ordinateurs portables avec des CD-ROM et l'ensemble du dossier du conseil municipal. Je siège aussi au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, même chose. Le conseil régional a préféré donner des ordinateurs aux conseils régionaux plutôt que d'envoyer toutes les semaines des tonnes de papier. Oui, ça fait des économies pour tout le monde. Est-ce que les députés ne vont pas en profiter pour tout simplement répondre à leur courrier? Pendant ce temps-là, ils s'assoient pendant 2 heures. Mais vous savez, ce serait pas un drame que de répondre aussi à son courrier quand on est dans l'hémicycle. Vous avez 2 types de députés dans l'hémicycle, d'ailleurs, comme au Sénat. Vous avez ceux qui sont en charge du texte et qui défendent des amendements, etc., et qui sont là pour défendre le texte, je dirais, pied à pied, mot après mot, virgule après virgule. Et puis vous avez des gens qui viennent là parce qu'il y a des votes régulièrement sur les amendements, etc. Il faut donc que la majorité soit majoritaire, etc. Et donc, pendant la discussion d'un amendement, et très souvent d'ailleurs, on sait même avant que le discours ait lieu ce qui va être dit. On sait ce que la gauche va dire, on sait ce que la droite va dire. Donc finalement, sur un certain nombre d'amendements, le débat n'est pas très intéressant. Il y a souvent de la perte de temps. Eh bien, plutôt que de perdre du temps, de pouvoir faire son courrier, croyez-moi, au lieu d'être dans leur bureau, vous dites ils seront là. Comme ça, absolument. Voilà. Je pense que d'ailleurs, à terme, si vous voulez mon avis, Internet entrera. En tout cas, je pense que la messagerie entrera et je pense que... Dans l'hémicycle. Je pense qu'un jour, c'est un premier pas. L'ordinateur entre. Et vous ne craignez pas que Internet rentrant, vous connaissez toutes les discussions en ce moment sur l'action des lobbies à l'intérieur des parlements. Lorsque vous imaginez des parlementaires en train de taper sur ordinateur, pouvant recevoir toutes les informations de n'importe quel lobbyiste pour justement justifier le débat? Vous savez, généralement, toutes ces interventions, elles ont été faites avant d'entrer dans l'hémicycle et ça ne change pas grand-chose. Oui, mais là, ils peuvent réagir en temps direct à ce qui se passe. Oui, mais enfin là, franchement, de toute façon, même sur ce genre de choses, on peut très bien imaginer le jour où il y aura Internet, de mettre des contre-feux et d'empêcher. On peut imaginer par exemple que l'ordinateur soit uniquement en liaison avec le serveur de l'Assemblée nationale, pour avoir par exemple tous les amendements en ligne, ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs on est en train de mettre les amendements en ligne, et donc d'avoir toute la documentation du service de la documentation de l'Assemblée nationale, du journal officiel, etc., et pouvoir retrouver en temps réel les informations dont on a besoin. Mais vous savez, vous avez évoqué une question sur le lobbying. Nous avons créé, nous, un groupe de travail autour du président de l'Assemblée nationale pour réfléchir à ce problème. Il y a une délégation qui a été créée parce que justement nous voulons mettre à plat les choses. Vous imaginez sur les OGM ce que ça aurait donné? Parfaitement, mais vous savez, il y a eu d'autres débats où les pressions ont été très fortes de la part d'un certain nombre de gens à l'extérieur. Mais je ne crois pas qu'on en soit là. Pour l'instant, l'ordinateur est entré, il n'y a pas de connexion du tout. Je pense qu'un jour, il y aura une connexion avec le serveur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avec toute la documentation de l'Assemblée nationale. Et que le député, en séance, s'il a besoin éventuellement d'avoir une référence par rapport au texte qu'on est en train de discuter, d'aller donc immédiatement chercher l'information sans être obligé d'envoyer un collaborateur. Et ce ne sera pas forcément confidentiel en plus.
Ce sera pas forcément confidentiel, bien sûr. Donc voilà, il pourra pas être soumis au poids des lobbyistes. Absolument. Juste les restrictions quand même. Il y a un canevas dans lequel cela fonctionne. Justement, pas les batteries. Il faut fonctionner sur batterie. Alors, et on peut pas se brancher. Ça donne, quelle est cette restriction? Non, tout simplement parce que si jamais on équipait tous les sièges de l'Assemblée nationale, c'est des travaux considérables pour mettre l'électricité à tous les sièges. Donc pour l'instant, uniquement les ordinateurs portables avec batterie. De toute façon, il n'y a pas le choix puisqu'il n'y a pas l'électricité. Voilà, avec batterie. Je pense que dans l'avenir, on envisagera de mettre quelques prises dans l'hémicycle. On peut très bien imaginer de mettre des prises sous les micros, par exemple. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a des débats techniques, il n'y a pas dans l'hémicycle 500 personnes. Il y en a 20, il y en a 30. Donc c'est pas difficile à ce moment-là de mettre quelques prises. Et puis pour l'instant, je peux vous dire qu'on a donné l'autorisation aux ordinateurs d'entrer dans l'hémicycle, mais je n'en ai pas encore vu. Ça va venir. Il va y avoir une montée en puissance et on va voir au fur et à mesure comment les choses se passent. Mais alors quelques restrictions. D'abord, il faut que l'ordinateur soit silencieux, donc il faut enlever le son. Quand on met l'ordinateur en route, il ne faut pas qu'il y ait de musique. Il ne faut pas non plus que l'ordinateur soit tourné en direction de son collègue ou du président. Il faut que l'ordinateur soit devant vous, et simplement devant vous, en quoi ça gêne pour éviter qu'on gesticule avec un ordinateur. Il y a quand même un minimum de règles. Il y en a qui arrivent à gesticuler sans ordinateur. C'est vrai, mais je crois que l'ordinateur, il faut qu'il reste à sa place. Et pourquoi aussi tourner devant nous? Parce que s'il est tourné devant nous, il est également tourné devant le public, qui nous surveille. Et donc, pour que le public puisse voir derrière, dans les tribunes du public, ce que nous sommes finalement en train de faire sur nos ordinateurs. Il y a juste une restriction qui peut d'ailleurs se concevoir. Est-ce que la solennité du lieu, c'est vrai que l'hémicycle, on se dit, c'est quand même un lieu particulier. Est-ce que amener des ordinateurs dedans, ça brise pas un peu tout ça? Écoutez, je ne crois pas que les députés soient très solennels à l'intérieur de l'hémicycle. Le décorum l'est peut-être, mais les députés en séance sont souvent même très dissipés, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de solennité dans l'ensemble de la plupart des débats, en tout cas. Non, je crois que si c'est utilisé comme ça doit l'être, c'est-à-dire comme un instrument de travail du 21e siècle, on n'est pas au Parlement du 19e ou du 20e, on est dans le Parlement du 21e siècle. Et quand on regarde autour de nous, dans les grands parlements, ou même je siège par exemple au Conseil de l'Europe, on utilise son ordinateur sans problème, ou bien lorsque vous regardez par exemple dans les pays baltes, à la table du Conseil des ministres, chaque ministre a son ordinateur avec devant ses dossiers. Eh bien, je crois qu'il faut évoluer avec son temps. Vous savez, il y a une dizaine d'années, lorsqu'on a posé des ordinateurs dans les bureaux des députés, ça remonte à une dizaine d'années, et le bureau de l'Assemblée s'était interrogé de savoir si on mettait un ordinateur dans chacun des bureaux ou dans certains bureaux seulement. Et moi, j'avais pris la parole en disant, est-ce que vous posez la question de savoir si on met des téléphones dans tous les bureaux ou dans certains bureaux seulement? Alors, ils m'ont regardé en me disant, non, effectivement, donc on a mis des ordinateurs dans tous les bureaux. Et maintenant, je dirais même que dans tous les bureaux, il y a 2 ordinateurs, un pour le collaborateur et un pour le député. Effectivement, il y a 10 ans, il n'y en avait pas du tout. Donc, vous voyez, les choses évoluent. C'est vrai qu'il y aura bientôt un système Wi-Fi, probablement, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'intérieur de l'hémicycle. Oui, mais vous savez, moi je vois par exemple, avant, il fallait être absolument à l'Assemblée nationale pour avoir la documentation de l'Assemblée, etc. Aujourd'hui, dans nos circonscriptions, avec nos ordinateurs, nous avons accès à toutes les banques de données de l'Assemblée nationale. Nous sommes en train de mettre en ligne et en temps direct, en temps réel, les amendements. C'est un temps gagné formidable, et ça permet aux députés qui n'habitent pas Paris, qui ne sont pas députés de la région parisienne, eh bien d'avoir quasiment les mêmes services que ceux qui y habitent. Il y aura une surveillance quand même Mais vous savez, les huissiers de l'Assemblée nationale sont très vigilants. Pour des tas de raisons. Il y aura des amendes, comment ça va fonctionner? Non, il n'y aura pas d'amende, il y a simplement un rappel à l'ordre lorsqu'il n'y avait pas de brouilleur à l'Assemblée nationale. Et pour les récidivistes. Et que parfois un député se mettait sous son pupitre pour téléphoner. Quand on est au perchoir, on voit ça très très bien. Et moi, à chaque fois que je vais au perchoir, je voyais celles et ceux qui essayaient de téléphoner. Maintenant c'est brouillé. Et j'envoyais un huissier pour leur dire, écoutez, dites-leur voilà, on fera la même chose. C'est-à-dire que quand on se rendra compte que l'utilisation d'un ordinateur n'est pas conforme à notre règlement intérieur, l'huissier interviendra. Ceux qui vont aller sur les jeux de poker ou le solitaire ou le démineur, il faudra qu'ils fassent attention maintenant. Absolument. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup, Elissal. On va maintenant venir sur un des sujets justement qui s'est discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'était la loi sur l'anorexie. On va en parler tout de suite avec mes invités. Il ne sera plus bon de vanter les mérites de la minceur, largement exhibée dans les défilés de haute couture. La loi va proscrire toute incitation pouvant mener à l'anorexie.
De la mode et ses paillettes à la maladie parfois mortelle, le plateau de Bouge la France accueille la députée Valérie Boyer, le sénateur Yannick Bodin, la psychiatre Christine Foulon et Isabelle Saint-Félix, la présidente de l'Union nationale des agences de mannequins. Voilà, on va finir par se mettre en place. Bonsoir à tous les quatre. C'est vrai que discussion aujourd'hui à l'Assemblée sur ce thème dont on va parler. Avant peut-être de décrire justement le contenu de cette loi, je voudrais m'adresser à Christine Foulon, qui est psychiatre, pour qu'on comprenne tous bien ce que c'est que l'anorexie, comment ça vient, comment on devient anorexique en fait. Là, c'est un grand point d'interrogation en fait, parce qu'on est face à une maladie extrêmement grave, qui a même un pronostic vital parfois engagé, avec un taux de mortalité très important. Genre on pense maintenant, avec des études qu'on a pu mener sur plus de 20 ans, qu'il peut y avoir jusqu'à 15 à 20% de taux de surmortalité pour des jeunes filles ou jeunes femmes. Et aujourd'hui, ça représente 30 à 40 000 personnes en France. C'est pareil, les chiffres sont c'est un chiffre approximatif. Parce qu'on donc 90% de femmes. Voilà, et on n'a pas d'études épidémiologiques françaises actuellement disponibles. Donc voilà, c'est une nécessité. Mais c'est évident que ça touche essentiellement des femmes, à peu près 9 cas féminins pour un cas masculin. Quels sont les symptômes ? Alors les symptômes, ils sont toujours assez identiques, c'est-à-dire ça commence souvent par un soi-disant refus volontaire de s'alimenter, un régime qui commence, et ensuite l'emballement vers le bas, vers le poids de plus en plus bas, vers la restriction alimentaire de plus en plus importante. Et plus les patients sont dénutris, plus finalement ils augmentent leurs préoccupations concernant le poids, concernant l'alimentation, et ils sont aspirés vers le bas. Donc on voit bien là que c'est un processus pathologique extrêmement sévère. Il y a combien de formes d'anorexie? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs processus pour arriver à l'anorexie, il y a plusieurs causes. Alors, encore une fois, les causes, elles sont a priori multifactorielles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à déterminer la cause de l'anorexie. On fait le chemin individu par individu en essayant de comprendre dans sa propre évolution ce qui a pu jouer et ce qui a pu conduire la jeune ado ou le jeune ado à développer ce trouble. D'accord. Alors votre loi, Valérie Boyer, s'attaque justement à tous les facteurs qui amènent à l'anorexie, enfin une partie d'entre eux, notamment ceux qui sont visibles. On parle des journaux, des sites internet également. Est-ce que vous avez l'impression que cette loi va faire bouger les choses dans le bon sens, et vous pensez qu'elle va avoir un impact de quel ordre ? Alors, d'abord, je voudrais préciser que ce texte est une modification du code pénal, que ce texte n'est pas isolé, il s'inscrit dans une démarche globale des pouvoirs publics. La première démarche, c'est le plan national nutrition santé, suivi du plan national pour la santé des jeunes, dans lesquels les troubles du comportement alimentaire sont traités, tous les troubles, parmi lesquels l'anorexie. Je dirais ça, c'est le grand socle de santé publique. Bien évidemment, il y a toute la prise en charge thérapeutique, hospitalière, parfois en ville. Ça, c'est je dirais le premier, le plus important dispositif, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anorexie est une maladie avant tout. Donc c'est vraiment très important. Ensuite, je dirais que le deuxième socle que nous avons, et Madame pourra en parler, c'est la charte sur l'engagement volontaire sur l'image corporelle, qui a été signée la semaine dernière au ministère de la Santé, qui réunit des professionnels de la mode, des professionnels des médias, sous l'égide et la coprésidence du professeur Ruffo et du professeur Poulain, qui est sociologue. Donc c'est une prise de conscience importante des difficultés liées à la représentation corporelle. Et puis il y a le texte qui a été voté ce matin à l'Assemblée nationale sur la pénalisation de l'incitation aux conduites dangereuses, qui sont la privation de nourriture, qui peuvent aller jusqu'à l'anorexie. Pourquoi on a pris ce texte? Pourquoi ce texte aujourd'hui? Parce que ça s'inscrivait dans cette démarche globale sur la volonté des pouvoirs publics, des parlementaires et des différents acteurs. Qu'est-ce que vous appelez l'incitation très précisément? Il y a plusieurs façons d'inciter d'autres personnes à se priver de nourriture et à avoir des conduites dangereuses, parce que l'objectif, c'est de condamner les conduites qui peuvent altérer la santé et qui peuvent conduire jusqu'à l'issue fatale que Madame décrivait. Il y a plusieurs façons. Alors évidemment, la plus fréquente et la plus connue, ce sont les sites qu'on appelle pro-ana, ces sites qui prolifèrent depuis un an ou deux sur Internet en France. C'est un phénomène qui n'existait pas, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, qui sont des blogs, qui sont des sites, qui sont de véritables provocations à des conduites dangereuses, où on donne des conseils à destination de très jeunes filles pour qu'elles se privent de nourriture, pour qu'elles mentent à leurs parents, pour qu'elles cachent certaines attitudes. Par exemple, vous avez
vous avez des conseils comme coupe-toi les cheveux très courts et lave-toi la tête tous les jours, comme ça ta maman ne verra pas que tu perds tes cheveux. Dis à ta maman que tu vas manger, ou à ton papa d'ailleurs, que tu vas déjeuner ou dîner chez une amie, et n'y va pas, ne mange pas, marche, fais de l'exercice physique, ça, c'est etc. de l'incitation directe. C'est de l'incitation, c'est de la provocation à avoir un comportement qui peut mettre en péril sa santé. Mais alors, excusez-moi d'insister là-dessus, mais tous les journaux féminins qui, à longueur d'année, font leur pub sur les régimes sans arrêt, vous appelez ça comment? Non, attendez, je pense que c'est extrêmement différent. Je crois qu'il faut pas confondre. Non, mais attendez, non, mais c'est pas direct, c'est pas direct et c'est pas la même démarche. Il ne faut pas confondre la proposition d'un régime et l'incitation à l'extrême maigreur avec des démarches morbides qui sont proposées. Il y a, je crois, une différence qui est évidente et la démarche n'est pas la même. Dans les magazines féminins, aujourd'hui, peut-être qu'on trouve des conseils qui sont pas très astucieux sur le plan de la diététique. Mais à force d'exhiber des corps de femmes qui sont sylphides dans des magazines féminins et de parler de régime toute l'année, je pense que c'est un peu de l'incitation, même si c'est pas de l'incitation directe. Je pense que c'est différent. Il ne faut pas confondre l'incitation à des conduites dangereuses qui sont proposées notamment sur ces blogs pro-ANA et l'image et la déconnexion qu'on a entre l'image qu'on nous propose au travers des médias, au travers de la mode, au travers de la publicité, qui est, certes, je partage votre avis, totalement déconnectée de la réalité de la rue, qui projette une image chimérique du corps, d'un corps très mince, d'un corps très jeune, etc., avec l'incitation à des conduites dangereuses. Je crois que c'est pas du tout la même chose. Isabelle Saint-Félix, comment ça se passe dans le métier du mannequinat? Parce que on rappelle qu'en anglais, un mannequin, c'est modèle. Donc ça veut bien dire tout le sens de ce qu'on est en train de dire. Ce sont des femmes, des jeunes femmes, qui sont prises comme modèles par des femmes dont c'est pas le métier. Qui ont la chance naturelle d'être minces. Alors, donc, c'est injuste, mais elles sont aussi, au début de la commission sur la charte, il y avait Inès Lafressange qui était là, qui disait, moi j'ai toujours été mince, j'ai toujours cherché à grossir. C'est vrai, je l'ai passé l'autre jour dans la rue, elle est très très mince toujours. C'est très injuste, mais les mannequins... Voilà. Donc c'est très injuste. Et si vous voulez, ce que nous n'aimons pas, c'est que justement l'image des mannequins soit transformée sur ces sites pro-ANA, où les images des mannequins qui défilent sont en plus transformées. Et vous avez, moi j'ai trouvé un site où on nous montre la vraie image du défilé, et la transformation du mannequin, avec un corps cachectique, décharné, et qui sert à illustrer la conduite à tenir sur un site pro-ANA. Il y a quand même quelques mannequins qui n'avaient pas besoin d'être touchés. Il y a quand même quelques scandales comme ça. Il y a une prise de conscience. Il y a un ou deux. Non, pas en France. Mais bon, vous savez très bien que tout ça est exportable. Oui, c'est exportable. Mais l'origine, c'est une femme au Brésil qui ne travaillait justement pas parce que trop malade, trop maigre. Donc, du Brésil, en France, vous savez, il y a une loi qui quand même contrôle les agences de mannequins. En tout cas, les agences professionnelles légales ont une licence. Quand elles représentent des ados de moins de 16 ans, il y a un agrément qui est renouvelable tous les ans. L'inspection du travail qui vérifie tout ça. C'est le seul pays où les mannequins sont salariés, le seul pays au monde, et où il y a vraiment une législation qui encadre les agences de mannequins. Et les agences de mannequins ne sont pas décideurs, elles proposent des mannequins en fonction de ce qu'on leur demande. Bien sûr. Elles sont envoyées à la parole à Yannick Bodin, parce qu'il va croire qu'il n'y a que les femmes qui ont le droit de parler ici, vous voulez intervenir. Oui, je crois vraiment qu'on ne peut vraiment pas être contre ce projet de loi qui vise à annuler ces sites pro-ANA. Non, mais je pense que là, la personne, il n'y a aucune discussion possible. Là où il y a discussion possible, c'est par rapport à ces images véhiculées par les médias. Donc vraiment, on voit que ça passe. Yannick Bodin, à l'Assemblée, le groupe PS s'est abstenu, à part Michel Delaunay, je crois, la députée de la Gironde. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? C'est-à-dire que ce qui nous surprend un peu, mais je dois dire que le gouvernement et sa majorité nous y ont un peu habitués, c'est que dès qu'on légifère, on légifère sur le code pénal. Je veux dire par là qu'on légifère sur les sanctions. C'est la réponse, la réponse immédiate que l'on donne sur le plan législatif. Or, d'après ce qui a été dit tout à l'heure, notamment par le médecin, l'anorexie est bien une maladie grave, et je crois que légiférer, ça veut dire
englober, je dirais, la totalité de la question, la totalité du problème. Et c'est donc un problème d'abord, un problème de santé, un problème de santé publique. Et je pense que la démarche, y compris dans le domaine des législatifs, aurait pu aller beaucoup plus loin, car sur ce plan-là, il faut bien avouer, madame, que dans votre projet, il n'y a absolument rien. C'est normal, c'est le code pénal, c'est pas le code de la santé publique. Sur le plan pénal, mais en ce qui concerne tout le domaine de la prévention en direction des jeunes ou en direction des adolescentes, par exemple, sur le dépistage, sur l'accompagnement, sur la nécessité. Mais ce qu'on va vous répondre, c'est que c'est pas parce que peut-être cette loi va pas jusqu'où vous le souhaitiez qu'il faut voter contre ou s'abstenir. C'est peut-être qu'un début et travailler sur la suite, sur ce que vous dites. Mais ce n'est certainement qu'un début. Et ce début, en soi, il est acceptable. Mais je dis que l'angle d'attaque, si vous permettez en quelque sorte, n'est pas le bon, dans la mesure où c'était certainement d'abord en termes d'éducation, en termes de santé publique, qu'il fallait voir la question. D'autant qu'en plus, il y a quand même, on voit des témoignages, madame disait, aujourd'hui, sur les professions du mannequinat ou d'autres professions d'ailleurs, qui touchent à la photographie, bref, à la représentation du corps et en particulier du corps de la femme, on s'aperçoit qu'on est toujours à l'heure actuelle dans un climat global où tous les témoignages sont encore là pour nous inquiéter. Enfin, je veux dire combien de fois on a eu des reportages, y compris à la télévision, nous expliquant comment les mannequins faisaient pour ne pas manger le midi, comment font toutes ces jeunes filles qui veulent absolument avoir leur, comment on dit, photobook ou ou pressbook, utilisez le mot d'anglais que vous voulez, mais qui font et qui nous disent en réalité, oui, mais 15 jours avant, on m'a dit il faut arrêter de manger, ou alors on vient, oui, mais tes photos, non, t'es vraiment un peu trop grosse, tu feras jamais rien avec ce pressbook. Donc ça, c'est quand même ce qu'on entend encore tous les jours. Ce que vous voudriez, c'est mettre des normes, par exemple, dans le mannequinat, pour dire, on ne doit pas peser moins de tant de kilos, par exemple. J'aurais presque envie de vous dire qu'il y a un exemple qui est très simple et qui est assez récent, c'est la législation espagnole. Qui dit par exemple que il y a non seulement un suivi médical qui est nécessaire, mais qui a véritablement un certificat de capacité qui est à renouveler régulièrement. Ça va même jusqu'à dire que, par exemple, en Espagne, vous savez que dans les devantures des magasins, on n'a plus le droit à l'heure actuelle d'exposer des vêtements féminins en du 38. Je veux dire par là qu'il y a une prise en c'est une cause nationale. Pour cette tendance-là. Valérie Boyer, je reviens sur la charte parce qu'elle a été signée effectivement par divers professionnels, en particulier des médias, etc. Pourquoi vous n'avez pas demandé aux laboratoires pharmaceutiques et à ceux qui fabriquent des régimes minceurs, etc., aussi d'y adhérer? Alors, écoutez, je voudrais répondre d'abord sur la prise en compte du problème de santé publique que représentent les troubles de l'alimentation. Pour dire qu'en France, nous avons, et on est un des rares pays à avoir ce type de programme, un plan national nutrition santé, un plan santé des jeunes, qui prend en compte tous les problèmes liés, l'ensemble des problèmes liés aux troubles de l'alimentation, que ce soit le surpoids qui est quand même le problème majeur, même si aujourd'hui on traite de l'extrême minceur et de l'anorexie, qui est un des problèmes majeurs de santé publique, l'obésité d'une manière générale, mais on pourra sans doute y reparler puisqu'il va y avoir une mission parlementaire sur ce thème, tant ce sujet est important, et ça fera sûrement partie des grosses discussions que nous aurons au moment du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, nous avons ces deux programmes qui sont extrêmement ambitieux, dans lesquels les troubles de l'alimentation sont traités avec des maisons d'adolescents, avec une prise en charge particulière pour l'anorexie, etc. Bon, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Il y a cette charte et il y a cette modification du code pénal. Il est bien certain que le projet qui a été voté ce matin par l'Assemblée nationale n'a pas pour vocation de répondre au problème de l'anorexie, n'a pas pour vocation de traiter la maladie. Il a pour vocation de sanctionner, de créer un nouveau délit qui permet de sanctionner l'incitation à l'extrême minceur. Parce que pour l'instant, on parle des métiers de la mode et de la beauté. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être aussi de la manipulation mentale avec des dérives sectaires. L'extrême minceur, une personne qui incite une autre à se priver de nourriture, c'est pour l'affaiblir. Donc c'est aussi une manipulation mentale qui est vraiment importante et qui peut avoir des conséquences très graves sur la santé. Il n'était pas possible aujourd'hui de la sanctionner parce que ce délit n'existait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'ai proposé qu'il y ait, à l'instar de ce qui avait été fait il y a quelques années pour la provocation au suicide, un même délit, c'est-à-dire
cette provocation à l'incitation à l'extrême minceur, voire à l'anorexie. C'est tout simplement. Alors maintenant, répondez à ma question sur la charte. Pourquoi pas proposer aux laboratoires pharmaceutiques qui vendent, entre autres, des régimes minceurs, de la signer, de porter garant du fait qu'ils ne vont pas justement attirer l'attention par des moyens publicitaires, entre autres, sur le fait qu'on peut énormément maigrir grâce à cela. Alors, si je puis me permettre, n'étant pas participante à la charte, je crois savoir que la charte, c'est un premier pas vers des pratiques et vers un travail qui devra aller plus loin et notamment déboucher sur un ensemble de propositions. Alors peut-être que Madame pourra mieux nous répondre. On va parler des laboratoires, mais moi je me mets à la place des Français. On leur dit, il ne faut pas trop manger. Vous risquez l'obésité, attention à votre cholestérol, c'est dangereux pour votre cœur, etc. Attention, ne maigrissez pas trop. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent ? Si on disait je tout sais simplement... pas, mais je sais que sur les paquets de cigarettes, il y a marqué que ce produit est dangereux. Est-ce que sur certains régimes, il n'y aurait pas besoin de marquer ça sur les boîtes aussi? Je pense qu'il y a un contrôle sur les fameux régimes protéinés. On peut pas. Je pense pas que ça se vende. Moi, je sais pas, je suis pas médecin, mais j'imagine qu'une gamine de 14 ans qui prend un régime pour une femme de 28 ans, ça peut pas aller. Oui, je ne pense pas qu'une gamine de 14 ans, elle n'a pas à faire ça. Enfin, j'espère qu'elle a des parents qui l'arrêteront. Excusez-moi, de réagir aussi vivement. Oui, mais bon, il y a les alertes au niveau des parents, tout simplement, et puis après, il y a les alertes au niveau des professionnels de santé. Oui, mais c'est pas moi qui ai cité le fait qu'il faut raconter à ses parents qu'on va manger alors qu'on ne va pas manger. Donc ça arrive que les parents ne puissent pas s'apercevoir. Entre priver de nourriture et prendre des substances qu'on achète en pharmacie, c'est pas la même chose. Je ne crois pas qu'un pharmacien non plus délivre un régime protéiné à une gamine qui vient en cachette de ses parents pour lui demander des substituts alimentaires, par exemple. Enfin, normalement, c'est pas son rôle. Moi, il y a quelque chose. Je crois qu'il faut pas non plus, il faut pas faire un amalgame de toutes les pratiques qui conduisent à des dérives alimentaires. Il y a des choses qu'on peut contrôler, d'autres qui relèvent du domaine de la famille. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est en matière de prévention. Bon, on sait que ça touche essentiellement les adolescentes, pour l'essentiel. Donc, où sont les adolescentes? En milieu scolaire, la plupart du temps, quand, je dirais, les choses commencent. Bon, c'est une question grave, madame, le fait de dire, faut pas grossir, faut pas maigrir, etc. Quand on dit 30 000 à 40 000 personnes sont touchées par l'anorexie par an, voire plus, parce que ça, c'est une estimation, et qu'en plus, on ajoute, et ça, c'est là où ça devient grave, il y en a 10%, qui en meurent, croyez-moi, c'est quand même un sujet suffisamment sérieux pour ne pas constater de dire qu'il y a des effets de mode et on en est un petit peu victime. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est en milieu scolaire, mais qui va faire ce travail de dépistage et d'accompagnement avec les familles, etc. Moi, quand je vois le nombre d'infirmières qu'il y a dans les lycées, quand je vois le nombre de professeurs qu'il y a qui seraient, je dirais, formés pour travailler sur des questions concernant l'éducation, à l'alimentation, etc. Quand je vois le nombre de médecins scolaires qui existent à l'heure actuelle en France, avec toute la volonté du monde et même avec votre loi sur les sanctions, elle va arriver à un moment où il y aura déjà des dégâts énormes qui se seront produits sans qu'aucun adulte n'ait pu s'en occuper. Il est vrai que quand vous avez un demi-poste, par exemple, de médecin dans un lycée... Alors Valérie Boyer et Christine Foulon, après pour terminer. Alors, l'objet aujourd'hui n'est pas de présenter le plan national nutrition santé, ni le plan santé des jeunes. Néanmoins, madame, mais d'abord, on a commencé par là, puisque ces plans ont été présentés en fin d'année 2007 et en début d'année 2008 par la ministre de la Santé. Donc, ils ont été largement exposés, et donc, tous les problèmes que vous soulevez sont traités dans ces plans. Par ailleurs, dans les visites, mais dans la réalité, et dans la réalité aussi, il y a plusieurs visites de médecine scolaire au cours de la scolarité des enfants. Je crois qu'il y en a 5 de mémoire, au cours de laquelle, bien évidemment, le poids et les pratiques. Mais il faut être en alerte. Mais il y a déjà des dispositifs dans notre système français qui restent à améliorer et d'ailleurs qui sont proposés par les mesures de santé publique qui sont prises. C'est 40 000 anorexiques par an. Monsieur, non mais monsieur, bien sûr qu'il y a du travail. Il y a du travail à faire dans tous les troubles du comportement alimentaire. C'est la raison pour laquelle ils sont traités au travers de ces mesures de santé publique, et c'est la raison pour laquelle, en France, nous sommes un des rares pays, justement, à avoir pris de telles mesures qui englobent tout, aussi bien le système sanitaire que le système scolaire. Et aujourd'hui, ça se complète par un travail avec les professionnels de la mode et par un travail avec tous les professionnels qui sont concernés. C'est pas pour rien non plus qu'il va y avoir une mission parlementaire sur l'obésité, parce que les troubles
troubles du comportement alimentaire sont des problèmes majeurs de santé publique aujourd'hui. Alors les troubles, à propos, Christine Foulon, les troubles alimentaires dont vous parliez, pour qu'on comprenne aussi, l'anorexie, est-ce que c'est le contraire de l'obésité? Est-ce que ça répond au même schéma psychologique? Qu'est-ce que c'est? Voilà, les troubles du comportement alimentaire, c'est un véritable continuum qui va de période de restriction en passant par des périodes de boulimie, et l'obésité, c'est quelqu'un qui mange trop en quantité, en qualité. Ce qu'on sait, c'est que les problèmes d'obésité, ils prennent leur source souvent dans l'enfance. Et qu'on les traite de façon un tout petit peu différente des anorexies mentales sévères. Et donc là, c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais j'entends parler de prévention, c'est très intéressant. Mais je vous ai aussi dit au tout début que c'est une maladie dont on connaissait quand même assez mal les causes. Donc pour prévenir, il faudrait avoir une anticipation sur ce qui le déclenche. Donc par exemple, les Canadiens ont eu des idées assez originales de travailler sur l'image du corps chez des enfants en primaire, par exemple, pour savoir si ça pouvait avoir un impact sur le développement à l'adolescence de ce genre de troubles. Vous voyez déjà, on est très loin de tout ça. Et puis ensuite, on est là, nous, en France, actuellement professionnels, surtout en psychiatrie adulte, pour traiter des patients qui souffrent de ces pathologies-là, parce qu'on est en grande carence d'offres de soins, de services qui sont susceptibles de s'en occuper. Et c'est vrai que nous, on est vraiment en prise directe avec les patients et leurs familles, où des jeunes femmes de 30 ans nous disent, bon ben voilà, comment je peux me faire traiter, je trouve pas de centre dans ma région, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'être venus dans Bouge la France pour qu'on comprenne mieux justement à la fois cette loi et le problème. Merci bien. On va passer à partir maintenant aux États-Unis. On va voir où en est Dieu dans la campagne américaine, les primaires. Mais pour qui donc va voter Dieu dans les élections américaines prochaines? La question se pose avec en arrière-fond les joutes qui opposent Barack Obama, Hillary Clinton et John McCain. Et au moment même où le pape Benoît XVI foule pour la première fois en visite officielle le sol américain. Mais pour qui donc va voter Dieu aux Amériques de George Bush? Élément de réponse avec Denis Lacorne. Il est le dernier invité de Pierre Sled. Bonsoir Denis Lacorne, je montre votre livre de la religion en Amérique. C'est vrai que c'est un gros dossier pour les Américains, et spécialement, j'allais dire, même cette année, à l'occasion des primaires. C'est vrai qu'à l'occasion de chaque élection, on voit ressurgir le poids de la religion dans le système américain, mais on a l'impression que cette année, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Je crois par erreur rétrospective, c'est-à-dire que les candidats se sont dit aux précédentes présidentielles de 2004, la religion était clé. 78% des électeurs évangéliques ont voté pour Bush. On a beaucoup mis en avant les valeurs morales traditionnelles, donc il faut absolument que c'était soi-disant le sujet numéro 1 pour les élections présidentielles de 2004. Et les démocrates se sont dit, attention, nous ne voulons pas que ce soit le monopole du Parti républicain. Il y a un vote religieux qui est important, nous ne pouvons pas l'ignorer, et il est temps qu'au sein du Parti démocrate, on aborde des sujets de religion, même si c'est, je crois, assez illusoire. Mais on a cru qu'il fallait corriger le tir et ne pas laisser le monopole du discours de la religion aux républicains. C'est un petit peu la question qu'on a posée. Pour qui vote Dieu aux États-Unis? Est-ce qu'il est plus républicain ou démocrate? Je ne parlerai pas de Dieu, je ne suis pas théologien, donc je parlerai de ceux qui parlent de Dieu ou qui invoquent Dieu de leur côté. Et c'est vrai qu'il faut voir, parce que Dieu, il a, disons, une identité qui change dans l'histoire des États-Unis. Si vous prenez l'histoire des États-Unis qui est issue des Lumières et les institutions américaines, la Constitution américaine qui est une création des Lumières européennes transportées de l'autre côté de l'Atlantique, lorsqu'il est question de Dieu, c'est un Dieu qui est souvent voltairien. C'est par exemple le Créateur qui est mentionné dans la Déclaration d'indépendance de Jefferson, mais c'est pas un Dieu précis, c'est pas Jésus, c'est pas le Dieu de la Bible, c'est un Dieu un peu abstrait qui, certes, donne des droits, puis après disparaît. La Déclaration d'indépendance précise bien que ce sont les hommes qui créent leur propre gouvernement, et Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est pas un Dieu jaloux, c'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un Dieu qui intervient. Par contre, lorsqu'on approche les années, disons les années 60, enfin plutôt les années 70-80, vous avez des présidents authentiquement évangéliques comme Jimmy Carter, et le propre de l'évangélisme, c'est une religion très exubérante où on parle de sa relation intime avec Dieu, avec la Bible, avec Jésus. Là, les choses deviennent beaucoup plus personnalisées, et Dieu, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus qui est mentionné, mais à ce moment-là, ça veut dire une religion particulière, ça ne veut pas dire un espèce de déisme ou de monothéisme abstrait. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, l'embarras, parce qu'à partir du moment où vous dites, comme l'avait dit Bush en 2000, mon philosophe préféré, c'est Jésus-Christ,
Jésus-Christ, ça veut dire qu'il privilégie une religion particulière, l'évangélisme, par rapport à d'autres religions, y compris d'autres religions protestantes ou catholiques, qui n'ont pas cette forme particulière de faire référence au Fils de Dieu. Encore que la liberté religieuse aux États-Unis, c'est le credo numéro 1 des principes américains. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que l'Église de Scientologie est autorisée. Ben non, rien n'autorise. D'ailleurs, la différence peut-être avec la France et les États-Unis, c'est qu'il n'y a aucune réglementation en matière de religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici, on a un ministère de l'Intérieur qui est aussi un ministère des cultes, et qui peut réglementer certaines activités des religions. Il n'y a pas de ministère des cultes aux États-Unis. Parce que les Américains y tiennent à ça? Non, mais il n'y a pas. C'est une société où, en matière de religion, on n'a rien à dire. Disons, c'est une idée qui est inspirée, dans le fond, de la tolérance lockienne. C'est-à-dire qu'il faut. Alors, il y a une idée très importante de séparation entre l'Église et l'État, et une idée clé, c'est que le gouvernant, l'exécutif, le juge, n'a pas à se mêler de religion. Il n'est pas théologien, il ne peut pas savoir si telle religion est meilleure ou supérieure à une autre. C'est pas son rôle. Et comme il ne doit pas se mêler du religieux, eh bien, on ne peut pas réglementer la religion. D'où cet élément très important de l'amendement de la Constitution américaine qu'on appelle le Bill of Rights, les 10 premiers articles. Le Bill of Rights, le premier amendement, dit défend plusieurs choses. Défend d'une part pas d'église officielle, interdiction d'une église officielle, et deuxièmement, et l'exercice est garanti la liberté d'exercice de la religion. Et puis suit une troisième clause qui est la liberté d'expression en général. Donc liberté de la religion, et puis d'autre part, il y a quand même un aspect qui n'est pas répressif mais qui est restrictif, pas de religion officielle, pas question d'avoir une religion officielle. Et les premiers combats politiques dans lesquels sont impliqués Jefferson et Madison en Virginie, c'est la lutte contre l'église officielle de leur État qui est la Virginie, et l'église officielle à l'époque c'est l'église anglicane, l'église d'Angleterre, ben, eux le veulent qu'il n'y ait pas un sou, pas de dîme, pas un sou de l'État ou des particuliers versés à cette église officielle qu'est l'église anglicane. Et pourtant, c'est quand même le seul pays, enfin, c'est assez fascinant de voir ça, où le président prête serment sur la Bible, alors que c'est pas du tout dans la Constitution, où l'on voit les 3 derniers présidents, Bill Clinton avec les deux Bush, père et fils, côte à côte, aux obsèques de Jean-Paul II, sont des images quand même très fortes. Oui, mais c'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a, aux États-Unis, il n'y a pas de, disons, la politique et la religion ne sont pas des domaines séparés, ils sont constamment enchevêtrés, mais en même temps, d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire l'État fédéral ou fédéré et les religions ou les églises en tant qu'institutions religieuses, elles sont totalement séparées. C'est-à-dire, vous n'avez pas la tradition américaine, c'est qu'il n'y a pas d'argent public pour les religions, que ce soit des églises, des écoles ou des activités religieuses. Donc là, il y a une séparation qui va même plus loin qu'en France, puisque les églises confessionnelles, elles existent aux États-Unis, mais elles n'ont pas un sou de l'État, avec une toute petite exception qui est la question des bons scolaires. Mais fondamentalement aux États-Unis, il n'y a pas d'argent de l'État pour les églises confessionnelles. Il n'y a pas de loi Debré. Vous évoquiez tout à l'heure pourquoi on parlait beaucoup plus de religion, notamment chez les démocrates cette année. Il y a aussi le fait de l'ordre des primaires. On a commencé par l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud, qui sont des États où la religion a une très très grosse importance, où c'est pas une petite affaire aussi. Vous avez raison de le dire, le calendrier des primaires, dans le fond, dicte un peu l'importance qu'aura ou non la religion dans la campagne électorale. Et la Pennsylvanie qui arrive la semaine prochaine, c'est aussi important. Oui, absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'Iowa? 37% des électeurs des primaires, qui ne sont pas ceux de l'élection générale, c'est pas les mêmes électeurs, étaient des évangéliques. Ensuite, dans la Caroline du Sud, une des premières primaires, 33% des électeurs étaient des évangéliques. Donc là, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la religion et tous les candidats se sont crus obligés de faire un étalage exagéré, parfois même obscène, d'une religiosité qui n'est pas nécessairement la leur, dans l'espoir de gagner des voix des évangéliques. Et évidemment, dans ces premières primaires, qui a le mieux réussi, c'était côté républicain Huckabee, qui est un ancien prédicateur baptiste, et il a fait, il a très bien réussi dans ces domaines-là. Alors, vous mentionnez la Pennsylvanie qui a lieu la semaine prochaine. 40% de catholiques. Là, c'est les catholiques. Donc là, c'est clé, c'est sur les catholiques. Et ce qui est intéressant, c'est que côté démocrate, le candidat qui a le plus de succès auprès des catholiques, c'est pas seulement en Pennsylvanie, mais on l'a vu aussi en Californie et ailleurs, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton fait le plein des voix catholiques, alors qu'elle est par ailleurs féministe, partisan de l'avortement, et de thèses qui sont contraires à la doctrine catholique. Avec une petite nuance, parce que moi je trouve qu'il se mouille pas beaucoup, ni Hillary Clinton, ni Barack Obama. Alors sur l'avortement, Hillary Clinton, elle dit oui, les femmes doivent avoir d'autres choix que l'avortement, donc elle tape un petit peu en touche. Elle dit l'avortement doit être sans danger et rare.
Bon, si on veut rien dire, on dit ça, quoi, en gros. Et Barack Obama, il dit, c'est un problème difficile, un choix difficile de la responsabilité des femmes. Je n'ai pas encore la réponse définitive à ce problème. C'est quand même, si on veut rien dire, c'est exactement ce qu'on dit. Oui, mais ils disent, disons, moins il y en a, mieux ça vaut. Mais fondamentalement, ils ne disent pas, nous voulons changer les juges de la Cour suprême et nous voulons abolir la grande décision Roe v. Wade qui rend légitime, qui rend constitutionnel le droit à l'avortement. Ça, aucun démocrate ne vous le dira. Par contre, l'objectif clé de la plupart de tous les républicains, c'est de nommer, espèrent-ils, s'ils sont au pouvoir, d'autres juges conservateurs pour renverser la jurisprudence Roe v. Wade, qui est une jurisprudence qui rend légitime l'avortement aux États-Unis. Donc là, vous aurez un discours quand même beaucoup plus musclé. Et j'en terminerai. Et avec le rôle des catholiques, parce que n'oubliez pas que Kerry, le candidat catholique contre Bush en 2004, a perdu d'une certaine façon parce que des évêques catholiques ont dit on ne pourra pas donner la communion à ce monsieur qui est partisan de l'avortement et ça lui a coûté une bonne partie des voix catholiques. Bush a eu la majorité des votes catholiques en 2004. Je terminerai juste vraiment en 30 secondes votre réponse. C'est vrai que les Américains retournent après les scandales qu'il y a eu sur les prêtres pédophiles depuis une vingtaine d'années, commencent à retourner à l'église et notamment ça passe par les campus, par les universités. C'est un phénomène nouveau. Oui, enfin la religiosité, elle est, disons, est-ce que c'est tellement neuf? Il y a toujours eu des groupes de jeunes très dynamiques, il y a toujours eu des stades, des effets d'annonce chez les jeunes, mais en même temps, la tendance lourde, si on examine bien ce qui se passe, c'est que les catholiques perdent à peu près 10% de leurs pratiquants par an, donc il y a une diminution qui est masquée par le fait que beaucoup d'immigrés latinos viennent aux États-Unis et sont catholiques, donc l'Église catholique reste stable, 25% des Américains, et chez les protestants, ils restent stables, ils sont à peu près 51% des Américains, pas plus, sont protestants, mais les non-religieux, ceux qui n'ont pas de religion, c'est le groupe qui augmente le plus rapidement aux États-Unis, 8% en 1980, 16% aujourd'hui. C'est un peu le paradoxe. Merci beaucoup, Denis Lacorne. Je remonte votre livre qu'on n'a pas arrêté de montrer, mais que je vous recommande, parce que c'est passionnant, ce qui se passe dans ces élections américaines, et notamment le traitement de la religion en Amérique. Merci beaucoup. La revue de presse, une des journaux demain, et on va essayer de passer le dernier coup de fil très vite. Et oui, les prix montent, les manchettes de vos journées sont donc avec dominante économique. La revue de presse, celle de vos kiosques, elle est signée Saveria Roget. Voilà la mobilisation lycéenne à la une de Libération demain. Le quotidien décrypte le plan de Xavier Darcos de suppression de postes dans l'éducation nationale, un plan qui menace la qualité de l'enseignement. L'autre grand titre de vos journaux demain, c'est la flambée des prix. Pour le Parisien, aujourd'hui en France, les prix sont fous. Seule bonne nouvelle, le SMIC sera revalorisé de 2,3% dès le 1er mai. Le Dauphiné libéré se demande pourquoi cette envolée et jusqu'à quand cela va-t-il durer, pourquoi les prix s'envolent. Et Ouest France titre également sur l'inflation record de 3,2%, du jamais vu depuis 1991. Se chauffer, faire un plein d'essence et surtout remplir son panier coûte de plus en plus cher. Au final, c'est le consommateur qui paye l'addition. Ouest France qui revient également sur la première visite de Benoît XVI aux États-Unis. Le pape est arrivé ce soir à Washington. L'inflation et le pétrole à la une des Échos également. Le baril de Brent a dépassé pour la première fois ce soir le seuil des $114 à New York. En France, des économistes prévoient une contraction du pouvoir d'achat au premier trimestre. Et on termine avec La Voix du Nord. Danny Boone était ce soir à l'Élysée pour une projection de son film Bienvenue chez les Ch'tis. Il a été accueilli par le chef de l'État et son épouse Carla Bruni-Sarkozy. Il aura des ch'tis biloutes. Voilà. Merci beaucoup, Saveria. Le coup de fil avant la fin. Voilà, André Vallet, sénateur IDF des Bouches-du-Rhône est au téléphone. Bonsoir André Vallet. Bonsoir. Alors on voulait vous faire réagir parce que c'est vrai que ça pose quand même quelques questions et quelques problèmes. Le représentant français au concours de l'Eurovision, qui est très populaire, va chanter, paraît-il, en anglais. C'est le choix a priori de France Télévisions. C'est assez surprenant. Est-ce que vous êtes surpris vous aussi? Oh ben je suis choqué car ce sont finalement les Français eux-mêmes
qui sacrifie notre langue. FRO3, à mon avis, a fait un très mauvais choix, non pas sur l'artiste, que je ne conteste pas, mais sur cette chanson exprimée en anglais. Je crois que aujourd'hui, alors que nous sommes tellement nombreux à essayer de défendre notre langue, voir de tels choix nous afflige. Vous savez, dans cette affaire, nous avons encore à l'esprit nos protestations lorsque des ressortissants français qui occupent des fonctions élevées dans les institutions européennes notamment s'expriment en anglais. Mais est-ce que c'est pas justement une ouverture, un signe d'ouverture vers l'Europe au moment où on va prendre la présidence européenne? C'est pas une raison pour abandonner le français. Moi, lorsque je vois des messages publicitaires en anglais, lorsqu'il y a eu ce scandale de l'hôpital d'Épinal où les notices étaient rédigées en anglais et qu'on n'a pas su traduire et qui ont amené un certain nombre de décès. J'ai d'autres exemples en tête. J'ai vu que dans certains aéroports, on demandait de rédiger la plainte pour un vol ou une perte de bagages en anglais. Je crois que ça suffit. Et c'est pas un bon exemple, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Pardon? Ce n'est pas un bon exemple, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas un bon exemple. Et à un moment où on est nombreux à essayer de diffuser la francophonie. Vous savez, la francophonie, c'est 175 millions de personnes sur la planète. À un moment où, à la télévision, justement, on a essayé par l'intermédiaire de TV5, de RFI, de France 24, de diffuser la langue française, voir que FRO3 choisisse un artiste qui s'exprime en anglais ne peut que me choquer. Très bien, merci beaucoup André Vallet, merci bien d'avoir participé à Bouge la France. Je vais juste dire, parce que sur les 9 dernières éditions du concours de l'Eurovision, il y a eu 8 vainqueurs qui ont chanté en anglais alors que c'était pas leur langue. Il y a eu la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Lettonie, la Turquie, l'Ukraine, la Grèce, la Finlande, de suite. Ils ont tous gagné en anglais. Donc voilà, c'est peut-être une question. Nous, on se fait rincer à chaque fois, on termine 45e sur 32. Et ben, on aura peut-être une chance. Merci, on n'a pas le temps de se dire au revoir plus longtemps. Au revoir, à demain. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsena.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Europe et nous, consacré cette semaine à un défi majeur du réchauffement climatique, les émissions de CO2 de nos voitures. Depuis une dizaine d'années, l'Union européenne cherche à baisser le niveau d'émissions des véhicules neufs. C'est un objectif ambitieux car les voitures sont aujourd'hui bien plus puissantes qu'il y a 20 ans, plus lourdes, notamment en raison des équipements de sécurité et donc généralement plus gourmandes en carburant. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Ivan Odač. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Vous avez donc la délicate mission de représenter les constructeurs européens face aux institutions européennes. Avec nous pour en parler également Sébastien Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant ici à Bruxelles pour le journal La Croix et nous allons voir avec vous ce que l'Union européenne a réussi ou non à faire en termes de réduction des émissions de CO2. Avant d'évoquer cette question, quelques précisions écologiques. Si l'on cherche à réduire les émissions de CO2, c'est parce que le gaz carbonique est l'un des plus grands responsables du réchauffement de la planète. À lui seul, il représente 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et une fois qu'il est émis dans l'atmosphère, il faut compter une centaine d'années avant qu'il ne disparaisse. En Europe, les transports routiers sont responsables de plus de 20% des émissions de CO2. Et c'est dans ce secteur que l'on observe la plus forte progression.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l'Union européenne s'est engagée à réduire de 8% ses émissions de CO2 d'ici 2012. Sébastien Maillard, qu'a fait l'Union européenne pour réduire ses émissions de CO2 des voitures? L'Union européenne en tant que telle, pas grand-chose en pratique. La Commission européenne a mis en avant une stratégie en 1995 qui reposait d'une part sur le fait qu'on allait mieux informer les consommateurs lorsqu'ils achètent une voiture pour qu'ils connaissent qu'est-ce que cette voiture va émettre comme CO2. Donc l'étiquetage, la publicité a été encadrée à une directive de 99. Côté offre, la stratégie elle a reposé sur un engagement volontaire de l'industrie automobile pour atteindre réduire les émissions de CO2. Et l'objectif pris en 98, ça a été de réduire d'ici 10 ans les émissions de CO2 pour atteindre 140 grammes de CO2 par kilomètre. Alors là on est en 2007, c'est donc pour 2008. Est-ce que cet objectif va être atteint? Non, puisque on est à ce stade à 160 grammes. L'idée, c'est donc d'avoir 140. Donc, on voit bien qu'en un an, on ne peut pas faire ce pas-là. On espère peut-être arriver à 150. Donc, c'est pourquoi la Commission européenne dit que maintenant qu'elle va légiférer. Alors, justement, qu'est-ce qui est prévu? L'idée, c'est de fixer un objectif de 120 grammes de CO2 par kilomètre d'ici 2012, avec aussi 10 grammes laissés en plus selon les technologies, selon les pneus, la pression des pneus, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui font en sorte que les émissions de CO2 soient réduites. Sébastien Maillard, merci. On l'a compris, les différents États membres n'avancent pas au même rythme quand il s'agit des émissions de CO2 de leur parc automobile. En France, le diesel représente aujourd'hui plus de 70% des ventes, alors que les ventes de véhicules tout-terrain, souvent très polluants, n'augmentent plus. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage sur le marché français de la voiture propre. Elle fête déjà ses 10 ans, mais la Prius fait encore figure de pionnière sur le marché de la voiture propre. Elle n'émet que 104 grammes de CO2 par kilomètre contre 160 grammes en moyenne en Europe. Sous son capot, 2 moteurs se relayent en permanence et dès qu'elle s'arrête, elle ne pollue plus du tout. Si là je freine, par exemple, parce que le feu est rouge, je m'arrête, je recharge et tout s'arrête. Aucune pollution. En France, l'étiquette consommation d'énergie est désormais obligatoire sur le pare-brise des véhicules à la vente. Des mesures incitatives ont également été mises en place. Les entreprises sont dispensées de payer la taxe sur les véhicules de société pendant 2 ans et les particuliers bénéficient d'un crédit d'impôt de 2 000 €. Il y a un vrai boom, les gens s'intéressent de plus en plus. Avant, nous étions un peu cantonnés à une espèce d'élite intellectuelle qui était très intéressée par un concept. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de contacts avec des personnes qui ont envie de rouler propre. Ils veulent que la voiture soit fiable, que ce ne soit pas, il n'y ait pas de corvée. Donc ils veulent une voiture, je dirais, normale, mais avec la fibre écologique. Mais la fibre écologique n'est pas à la portée de toutes les bourses. L'écart de prix est d'environ 2 000 €. Il est remboursé par le crédit d'impôt. Mais aujourd'hui, la technologie hybride s'applique uniquement au modèle haut de gamme. Mais je m'y intéresse comme ça, juste comme ça. Le prix est trop cher. En Europe, les constructeurs français sont de bons élèves en termes d'émissions de CO2. Avec la hausse des prix du pétrole, ils ont répondu à la demande des clients et construit des véhicules plus économes, notamment grâce au diesel HDI. D'ici quelques années, un hybride diesel devrait arriver sur le marché. Son développement devrait coûter à l'entreprise 450 millions €. Le véritable défi, il n'est pas réellement technologique parce que PSA Powertrain a une forte maîtrise de cette technologie. Donc le véritable défi pour nous, c'est de mettre cette technologie sur le marché à un prix compétitif, c'est-à-dire à un prix qui n'excède pas environ de 2 500 € le prix de véhicules équipés de moteurs HDI aujourd'hui. Pour baisser le niveau de pollution d'un véhicule, le moteur n'est pas la seule piste à explorer. Réduire la vitesse maximale, développer des voitures plus petites et plus légères, les équipements aussi pourraient consommer moins. Dans nos voitures maintenant, on a beaucoup d'auxiliaires de confort, de la climatisation, de la vitre électrique, de l'assistance au freinage, de l'assistance de direction. Quand vous consommez 1 litre d'essence, il y en a un demi-litre qui sert à faire tourner les roues, et l'autre demi-litre qui sert à faire tourner tous ces trucs-là. Au-delà des performances écologiques de chaque voiture, c'est l'ensemble du parc qui compte. Un très grand nombre de véhicules moyennement polluants valent mieux qu'une poignée de voitures propres. C'est l'effet de masse qui peut faire la différence. Ivan Odac, vous êtes donc secrétaire général de l'Association européenne des constructeurs européens, des constructeurs d'automobiles. Un cadre législatif va être imposé aux constructeurs européens. C'est une bonne idée, c'est une bonne solution ?
Je ne sais pas s'il faut vraiment imposer un cadre législatif. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais si la Commission décide qu'il faut avoir un cadre législatif, on va accepter un cadre législatif. La question reste ouverte, comment est-ce que ça va être réparti, qui va faire quoi. Dès qu'on va voir la proposition de la Commission qui va arriver fin de cette année, on va aussi décider comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes. Tout le monde doit faire un effort, bien sûr. Vous ne pensez pas tout de même que vous avez besoin de l'Union européenne pour arriver à ces objectifs de réduction des émissions de CO2 ? L'Union européenne peut nous apporter l'aide concernant la recherche, mais l'Union européenne peut nous apporter aussi l'aide en ce qui concerne la taxation. C'est aussi un des piliers sur lesquels a reposé cet accord volontaire qu'on a signé en 1998. L'Union européenne peut nous vraiment apporter un aide si on va baser la taxation des voitures sur CO2, mais cette taxation doit être harmonisée au niveau européen. Alors la recherche, ce serait notamment pour des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les modèles les plus écologiques sont souvent inaccessibles. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter la question d'un client plutôt intéressé par les petits modèles. Quand est-ce que les constructeurs fabriqueront des voitures hybrides en plus grand nombre et à quel prix ? Il ne faut pas se baser tout simplement sur les voitures hybrides. Les voitures diesel sont aussi efficaces du point de vue CO2 que les hybrides. Le diesel reste moins cher qu'une voiture hybride. Alors, il y a aussi des Européens qui aiment acheter des grosses voitures. Comment faire pour faire évoluer le comportement des acheteurs, des clients ? Il y a beaucoup de possibilités. Nous pensons que rouler écologiquement, c'est faisable. Vous pouvez apprendre ça. On pense que c'est vraiment une des pistes qu'il faut suivre. Et le comportement à l'achat ? Le comportement à l'achat, vous bien sûr influencez par le labeling, par les informations des consommateurs. Il faut absolument informer les consommateurs sur les émissions CO2 et on fait ça. Un dernier point que nous n'avons pas encore évoqué, ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est notamment le vieillissement du parc automobile. Concrètement, qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire ? On regrette beaucoup qu'on ne fait rien sur les parcs, sur les anciennes voitures. Quand vous regardez les voitures qui roulent sur les routes, si vous enlevez les anciennes voitures, vous réglez vraiment les problèmes. Il faut absolument avoir la possibilité pour les consommateurs d'avoir des primes quand ils veulent se débarrasser de ces anciennes voitures. Ça existe en Roumanie, ça existe en Pologne, ça existe dans les autres pays. Je pense que ça existe aussi en France, ça existe en Allemagne. Il y a des pays qui utilisent ces moyens. Voilà, on l'aura compris, si les émissions de CO2 des voitures ont globalement baissé, il reste du chemin à parcourir aux constructeurs européens, puisque l'Union européenne devrait leur imposer une diminution globale de plus de 20% d'ici moins d'une dizaine d'années. Ivan Odac, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez plus d'informations sur le CO2 et l'effet de serre, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre d'études de la pollution atmosphérique, citepa.org. Et si vous vous posez des questions sur le niveau de pollution de votre voiture, vous trouverez des informations utiles sur moteurnature.com. À très bientôt, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de l'Europe et nous.